Alors, très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième journée du deuxième rendez-vous de l'innovation, deuxième rendez-vous international de l'innovation en justice. Alors, pour les nouveaux participants en ligne et en personne, le Réseau international de l'innovation en justice est né d'un partenariat entre l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice et l'Institut français des études et de la recherche sur le droit et la justice avec le précieux soutien de la coopération France-Québec. Ce matin, donc, 2 ateliers et petit détail légistique également pour ceux qui n'étaient pas là hier. Très important de parler dans le micro pour les participants qui nous suivent en ligne, également quand vous posez vos questions. Vous allez voir également, on va prendre des photos, des vidéos pendant l'événement. Notre photographe vidéographe Adrien Codreanu arrivera sous peu et on va partager avec vous les beaux moments d'aujourd'hui. Si jamais vous ne voulez pas être pris en photo, simplement demandez à nos stagiaires à l'entrée une pastille rouge qu'on va pouvoir poser sur votre cocarde. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier atelier ce matin sous le thème « Rejoindre les citoyens ». Et j'invite la modératrice Maya Kacheko, directrice scientifique de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Merci Alexandra, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour animer cet atelier, l'atelier 3 de notre colloque qui porte sur un thème très important pour nous tous, rejoindre les citoyens. Cet atelier est composé de 3 conférences. La première portera sur le conseil départemental de l'accès au droit à la rencontre de nouveaux publics. Cette conférence sera présentée par Monsieur le Président Benjamin de Paris, qui est président du tribunal judiciaire de Nanterre et président du conseil départemental de l'accès au droit des Hauts-de-Seine. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue à Montréal, à notre colloque. Peut-être quelques mots sur Monsieur le Président Benjamin de Paris. Il est un magistrat français avec 26 ans de service dans l'ordre judiciaire. Depuis le 1er septembre 2022, il est président du tribunal judiciaire de Nanterre, l'un des plus grands de France, avec 120 magistrats et 447 fonctionnaires de greffe. Il a précédemment présidé les tribunaux judiciaires d'Evry, du Havre, de Thonon-les-Bains et de Tulle, ancien président de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires. Il a également dirigé des sessions de formation continue à l'École nationale de la magistrature. Il est aussi diplômé en droit et sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre La Défense. Alors, Monsieur le Président, c'est à vous la parole. Merci infiniment. Je vais essayer de me conformer au micro. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, de participer à ces travaux. Je vous prie d'excuser mon absence hier, mais je suis arrivé hier soir étant pris par le service lundi. Je salue les éminents collègues québécois et les non moins éminents collègues français et remercie. Je suis très honoré de participer à ces travaux pour la 2e année consécutive et je remercie l'IRDJ, sa directrice générale, pour sa confiance, et puis l'IQRDJ, monsieur le professeur Noro et madame la directrice générale, pour leur sympathique invitation, même si elle est compliquée à honorer dans une semaine avec un aller-retour très rapide. Mais je suis là. La tâche est difficile pour moi ce matin de vous intéresser à 9h du matin à l'accès au droit, parce qu'on va sortir un tout petit peu du champ, du périmètre judiciaire traditionnel que vous avez évoqué, je crois, hier, organisation du travail, fonctionnement des juridictions, pour aborder ce thème des citoyens.
Et j'avoue que le libellé de ce thème, rejoindre les citoyens, me plaît beaucoup parce que je l'aime bien, parce qu'il donne le sentiment que les citoyens doivent être le centre de notre action, de notre réflexion, qu'ils ont sans doute souvent plus raison que les pouvoirs publics. Et on a trop souvent en France l'habitude d'avoir une administration descendante et même des services publics descendants, toutes et tous nos entités judiciaires. Donc c'est à nous d'aller vers les citoyens. Et je reviens de cet été de Scandinavie, j'ai été frappé à quel point le citoyen est au cœur de la réflexion, de l'action publique, qui est exercée avec lui, vous le disiez hier soir, cher professeur, c'est pas un élément extérieur, mais c'est un élément intérieur au système politique et donc au système judiciaire. Alors comment intéresser ces citoyens pour qu'ils aient une information effective? Comment finalement, j'irais même jusqu'à dire, aller les chercher, même si c'est un peu contre-intuitif, parce que en justice, c'est les parties qui saisissent, et puis on ne va pas se le cacher, nous avons suffisamment d'affaires comme ça. Mais aller chercher des publics nouveaux, des publics peu captifs, est une piste intéressante en matière d'accès au droit, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Comment aller vers des publics qui sont de plus en plus diversifiés, en dépassant la conception traditionnelle de l'accès au droit qui a été conçue en 1991 comme étant arrimée à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'accès au droit, c'est pour les plus démunis. Or, aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, et on a tout un tas de situations socio-professionnelles de jeunes qui méritent qu'on s'intéresse à leur situation en termes d'accès au droit. Alors, un mot de contexte, le cadre légal et organisationnel en France de l'accès au droit. L'actualité de l'accès au droit à partir de 2022 qui a contribué à ma réflexion et aux initiatives que je vais vous présenter. Et puis donc dans un deuxième temps, très rapidement, je vous présente les 3 initiatives du Conseil départemental de l'accès au droit des Hauts-de-Seine. Alors sur le contexte, on a un système en français qui est extrêmement structuré depuis une trentaine d'années. Il est presque sur une voie autoroutière puisque les choses fonctionnent particulièrement bien. On a dans chaque département un conseil départemental d'accès au droit qui est présidé par les présidents de tribunaux. C'est là l'originalité, parce que les présidents de tribunaux conduisent à la fois une politique publique, mais avec une autonomie et une indépendance, puisque précisément il s'agit d'assurer l'effectivité des droits en justice. C'est la loi de 91, arrimée à l'aide juridictionnelle aussi, qui a créé un véritable service public de l'accès au droit, sous la responsabilité conjointe du ministère, un service de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit au ministère, mais en lien, c'est la nouveauté, avec les responsables locaux, que sont les chefs de juridiction, le pouvoir judiciaire local, création des CDAD, j'emploie l'acronyme Conseil départemental de l'accès au droit, mais c'est une instance globalement judiciaire qui est un groupement d'intérêt public, qui a la personnalité morale, et qui a une autonomie décisionnelle et un budget pour pouvoir mener ses actions, d'où la nécessité d'avoir l'indépendance par rapport à l'exécutif. Donc vous voyez, à la croisée des chemins entre la traduction de grands axes de politique publique nationaux, comme par exemple la lutte contre les violences faites aux femmes, et au local, un certain nombre de déclinaisons pratiques dans un ressort. Cette participation des chefs de juridiction, elle est la nouveauté fondamentale de la loi de 91, parce qu'elle est devenue en réalité le deuxième principe directeur du système judiciaire français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a confié à l'autorité judiciaire. Article L111.2 du Code de l'organisation judiciaire, l'autorité judiciaire concourt à l'accès au droit. Alors elle concourt, c'est bien qu'il y a la sphère publique, on parlait du rapprochement des pouvoirs hier soir, mais elle assure, l'autorité judiciaire, l'égal accès à la justice. Et dans la ligne de ce texte, on fait le pendant avec la gratuité, puisque la France est un des seuls pays de la CPEJ de l'Union européenne à avoir, enfin du Conseil de l'Europe, à avoir la gratuité totale de l'entrée en justice et de sa saisine avec, de mémoire, Monaco et le Liechtenstein. Et c'est le deuxième principe fondateur, juste après le premier, qui est que la justice est rendue au nom du peuple français. Donc vous voyez que cette mission d'accès au droit, elle est vraiment insérée complètement dans l'activité judiciaire. Deuxième point, c'est l'actualité de ce système. Après 3 décennies, il est un peu brouillé, il est un petit peu grippé, il est un petit peu perturbé par la création par l'État, projet du président de la République actuel, dans son premier mandat, de création de France Service, qui est une entité en plein essor en 2022, à la fin du premier quinquennat, maillage territorial, il doit y avoir un France Service par canton, et on arrive en 2022 avec
le résultat qui a un France Service sur 2 par rapport à l'objectif qui avait été fixé par le président. Là, l'accès au droit est beaucoup plus large que l'accès au droit juridique, on va dire, et à l'institution judiciaire, d'où la difficulté de l'articulation avec notre maillage territorial de la justice, hein, à travers les CDAD et le ministère, qui s'appelle les points justice. Donc, parfois ça tombe dans la même ville, parfois pas, et parfois dans la même ville, pas dans le même bâtiment, et pas sous la même autorité. Et puis le deuxième événement très important de l'année 2022, c'est l'avis numéro 4 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une autorité administrative indépendante, qui conseille les pouvoirs publics, qui a rendu un avis extrêmement important sur ce qu'on appelle les non-recours, c'est-à-dire toute une catégorie de la population qui n'exerce pas des droits auxquels ils sont attributaires. La Commission indique qu'il ne suffit pas de créer des droits et de les empiler comme un millefeuille. C'est inutile sans mise en cause effective, sans mise en œuvre effective de ces droits, et il faut donner une consistance à tout cela pour les citoyens. Elle effectue 15 recommandations, je ne vais pas vous les dire toutes, mais il y en a 3 essentielles. Reconstruire des politiques publiques pour le citoyen, évaluer les dispositifs, et donc ça pose la question, je crois que vous l'avez évoqué hier, de l'importance de la recherche, l'importance fondamentale, et repenser l'accessibilité des droits comme étant des titulaires de droits et non plus des usagers de services publics, pour pouvoir garantir des accès aux droits au pluriel, dans une sphère nécessairement plus large que l'accès aux droits au singulier. Et la Commission indique s'il y a tant de personnes qui sont dans cette catégorie des non-recours, il n'y a pas d'autre terme, c'est soit qu'elles ne savent pas, soit qu'elles ne veulent pas exercer des droits qui paraissent trop compliqués dans les démarches à effectuer. Donc ce sont ces 2 éléments d'actualité 2022 charnières qui nous ont conduit, un certain nombre de CDAD, particulièrement celui que je préside dans ce département des Hauts-de-Seine, à se dire, écoutez, il faut qu'on change un petit peu de braquet, de façon de voir. Bien sûr que tout ce qui est un peu systématique, mécanique, nos permanences, dans les points justice, traditionnels, des associations d'aide aux victimes, des conciliateurs, ça a son utilité, son importance, parce que ça renseigne entre 8 et 10% de la population locale. Hein, c'est les chiffres à peu près, moi, que j'ai rencontrés dans tous mes ressorts et qu'on peut voir dans les statistiques nationales. Il y a renseignement du simple appel téléphonique jusqu'à la consultation. C'est pas rien, hein, 8 à 10% de la population. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en allant chercher ceux qui ne viennent jamais, parce que qui est dirigé là? Les gens qui savent, soit parce qu'ils sont dirigés par les services sociaux, soit parce qu'ils sont déjà un peu la main dans le système judiciaire, parce qu'il y a déjà eu une plainte et qu'ils sont venus se renseigner et qu'ils ont trouvé l'information. Mais beaucoup n'ont pas accès, ne savent même pas que ça existe. Et donc il faut aller les chercher, c'est ce qui m'a conduit à avoir cette réflexion locale pour pouvoir mener une politique plus proactive en la matière. Donc dans un département, il faut le savoir, un mot sur le département, 1 630 000 habitants, c'est quasiment Montréal intramuros. C'est l'Ouest parisien, c'est un des 3 départements, mais le plus prospère. Mais il faut lutter contre l'apparence du département qui va bien et où il n'y a aucune difficulté, parce qu'en réalité les choses sont beaucoup plus disparates qu'on ne le croit. Revenu moyen par habitant beaucoup plus supérieur que la moyenne régionale. 100 milliards de produits intérieurs bruts, ce département c'est un petit État. La Défense, 2e quartier d'affaires d'Europe, 4e du monde, 180 000 employés, dont 100 000 cadres. Voilà des gens qui peuvent venir chez nous. Voilà des gens qu'il faut aller chercher. Et au milieu de ça, entre l'Arche de la Défense et le tribunal Nanterre, entre les deux, il y a l'Arena où il y a en ce moment les Jeux Olympiques de natation. Et entre les deux, vous avez la cité Pablo Picasso, où ont démarré les émeutes urbaines après l'affaire dite Naël. Donc vous voyez, un continuum urbain, exclusivement urbain, mais totalement disparate, avec aussi 2-3 communes du nord du département qui touchent cet espace-là, qui vont ressembler beaucoup plus à la physionomie du département de Seine-Saint-Denis. Et cela nous a bousculé dans nos habitudes et donc la recherche de nouveaux publics. Alors voici donc les trois axes qui ont été les réflexions. Aller à la recherche des salariés et des consommateurs sur la place de la Défense, avec l'organisation de la Journée nationale de l'accès au droit, qui est une journée organisée par le ministère depuis 2017, donc c'est la 7e édition. Sous mon mandat, on a donc commencé la première édition, c'était expérimental, et en 2024, on a quand même réussi à rencontrer, renseigner. Donc on fait un stand avec tous les associatifs, tous les représentants de l'État, tous les représentants du CDAD,
ça fait 16 entités qui sont présentes. On a renseigné sur une journée 500 personnes. Donc c'est le plus grand centre commercial français, le centre commercial Westfield La Défense, 30 millions de visiteurs par an. Et on a choisi l'heure méridienne pour que justement on aille à la rencontre de publics cadres, employés qui viennent faire leur course, qui viennent déjeuner. Et ça a été vraiment, en tout cas pour la deuxième année, un succès. La question se posera de la pérennisation de tout ça, parce que 500 personnes sur une journée, c'est bien. Mais donc je me pose la question de la pérennisation avec l'instauration d'un point justice en centre commercial, ce qui posera également la question du financement, parce qu'évidemment, il faut que le centre commercial nous mette à disposition un local, parce que le prix des loyers commerciaux au centre commercial de la Défense est évidemment inabordable pour une entité publique. Ajuster l'offre au plus près des nouveaux profils, c'est là l'intérêt dans cet endroit stratégique, donc premier centre commercial français et inédit. C'était notre deuxième édition en mai dernier, 500 personnes, avec des nouveautés. On a distribué un quiz aux passants qui se sont beaucoup intéressés aux questions juridiques, à l'accès au droit. Et puis des consultations in situ, directes, participation de lycéens qui a pu avoir lieu ce jour-là. Deuxième axe de la politique proactive du CDAD, la présence d'avocats dans les lycées et les collèges qui vont à la rencontre de publics non captifs que sont les jeunes. Alors eux, ils ne savent même pas que tout ça existe du tout. Convention, alors je dois au barreau, ce qui est au barreau, c'est une initiative du barreau de Nanterre. Nous avons signé une convention le 23 janvier 2023 avec le barreau, le CDAD et l'éducation nationale, l'inspection d'académie. Des lycées ont été sélectionnés par l'éducation nationale pour des raisons particulières, notamment un qui avait eu des problématiques récurrentes de violences sexuelles. Et en 2024, 2 autres lycées, très grands lycées, collèges, un pour l'un, et un lycée international de Sèvres, 1900 élèves, ont adhéré au système, avec la nouveauté en septembre 2024 que les collèges avoisinants pourront bénéficier du système. Alors, ça reste encore un peu confidentiel, mais là aussi, c'est pas rien. On a un rendez-vous complet par mois, par établissement. Et ça, c'est un rendez-vous de renseignement pas général, hein, individualisé, confidentiel, pris en l'absence de connaissance de la direction de l'établissement, avec 14 avocats spécialisés en matière de mineurs, et qui portent sur toute question, qu'elle soit en milieu scolaire, par exemple mes droits dans une procédure disciplinaire au lycée, que dans un droit dans la société, agression sexuelle, harcèlement, ou en droit des étrangers, il y en a pour les mineurs, avec évidemment une communication spécifique envers les jeunes, vidéo, affichage dans les lycées, communication du barreau. Et ce système ne marche vraiment dans les établissements que lorsque les proviseurs, c'est là rapprochement des pouvoirs encore, sont proactifs. Et on s'aperçoit qu'aucun rendez-vous n'a pas été honoré. Il y en a peu, mais aucun n'a pas été honoré, ce qui veut dire qu'il y a un réel besoin d'accès au droit pour les jeunes. Et enfin, troisième axe de travail cette année, il est tout frais, il vient de sortir. Nous avons inauguré le 12 mars 2024, justement à la suite de l'introduction dans un bureau de poste d'un quartier défavorisé de Nanterre. J'ai oublié de vous dire que sur le ressort, Nanterre, c'est 100 000 habitants. C'est la ville, on dit que c'est la première ville algérienne de France, hein, compte tenu de son histoire. Et il y a des quartiers en pleine reconstruction qui sont vraiment très défavorisés encore. Tout ça dans ce maelstrom urbain que je vous ai décrit. S'ouvre un France Service dans ce quartier. Et là, je vais à l'inauguration par l'État et me vient l'idée de dire c'est là qu'il va falloir qu'on soit. Parce qu'on va faire des violences conjugales, de l'information et de la permanence de violences conjugales dans ce milieu, à la Poste. Et quoi de mieux que la Poste, parce que précisément on peut y aller sans attirer l'attention d'autrui et des conjoints violents. Donc on a commencé ça le 12 mars 2024 et depuis ça s'est pérennisé une fois par mois. Ce sont des rendez-vous quand même de 45 minutes individuels, avec ou sans rendez-vous, avec cette idée que ce lieu neutre est également stratégique, parce que très identifié, la Poste c'est très populaire en France, hein, même si on a beaucoup moins de courriers postal qu'autrefois, mais il y a encore beaucoup de délivrance de colis, de choses comme ça, accessible à tous les publics, confidentiel, et non marqué autorité publique de sanction, donc n'attirant pas l'attention. On a tous une bonne raison d'aller à la Poste. Voilà ce qui est un gage de réussite de cet axe de travail. Et alors là, outil de communication dédié, parce que
On a été très prudent sur la communication, précisément pour que ça ne se sache pas. J'arrive à la fin. Je serai dans les délais. Et pour que ça ne se sache pas, et pas de communication sur les réseaux sociaux, de l'affichage un petit peu, mais pas trop, et surtout du directionnel. Donc c'est des gens qu'on a soit déjà par les associations, soit qui viennent au point justice du tribunal, et qu'on renvoie dans leur quartier d'origine. Donc ce système, il marche, il donne satisfaction, c'est un vrai plus, parce que je crois que dans tout le dispositif qu'il y a depuis 2017 dans la lutte contre les violences conjugales, bracelet électronique, ordonnance de protection, on avait un tout petit peu oublié l'accès au droit. Et moi, ma politique d'accès au droit en ce moment est en train de vraiment mettre le paquet sur la lutte contre les violences intrafamiliales sous cet angle-là. Confidentialité d'une part et exercice de ces missions-là en lieu discret. Et donc je vais étendre la même idée dès septembre dans une sous-préfecture. On a aussi toute une population, là encore, étrangère qui a une bonne raison d'aller à la sous-préfecture pour des papiers, permis de conduire, titre de séjour. Et ça peut être l'occasion d'y aller de façon beaucoup plus discrète. Donc voilà ces 3 axes. Rencontre de nouveaux publics diversifiés. J'en ai pas parlé, mais on a aussi des actions en matière de seniors. Et aujourd'hui, il y a des seniors CSP+, qui sont perdus dans le maillage territorial, dans le maillage administratif, et qu'il faut aider en termes d'accès aux droits. Il y a des actions qui sont faites dans ce domaine-là. Voilà, donc en conclusion, 3 mots, pour vous dire que j'espère que ces 3 axes de cette politique volontariste du Conseil départemental de l'accès aux droits des Hauts-de-Seine contribuent, je crois, un peu à une nouvelle définition d'un système judiciaire plus effectif, au sens scandinave du terme, orienté vers des droits réels qui sont exercés, plus efficient parce qu'on a des citoyens qui sont quand même peut-être plus éclairés et plus inclusifs pour tous les publics, comme je l'ai dit, et donc finalement, in fine, un peu plus juste. Deuxième point, le rôle fondamental de la recherche, on l'a un peu dit, j'avais la chance d'être intervenu l'an dernier sur le thème de la collaboration entre les magistrats et les chercheurs. Nous avions indiqué qu'il y avait beaucoup de points de convergence et d'intérêt, d'éthique et de méthodologie, et je remercie l'IERDJ qui nous a et qui nous aide actuellement à mettre en place un travail de recherche justement sur la politique du CDAD des Hauts-de-Seine, sur les attentes des citoyens et l'offre qui est la nôtre, justement l'offre d'accès au droit. Et puis enfin, si vous voulez garder en tête un exemple concret de ces publics peu captifs, de ces droits réels, j'oserais emprunter à la devise québécoise « Je me souviens », parce que je me souviens d'un conseil d'administration du CDAD où je me suis dit, non mais c'est ça, quoi. Ce n'est pas possible autrement. Il y avait la juriste du département qui était là, qui était très spécialisée en matière de mineurs, qui nous a expliqué que les mineurs étaient convaincus, majoritairement dans certains établissements, qu'ils pouvaient se battre entre eux et que ce n'était pas du pénal. Ce n'était pénal que s'il y avait un majeur qui était victime ou qui était auteur. Et que donc, les violences étaient possibles. Et là, je me suis dit, écoutez, non, nous, les juristes, dans notre tour d'ivoire, qui avons non seulement des acronymes, mais aussi beaucoup d'habitudes, il faut qu'on remette tout ça un peu sur le tapis, parce que on part quand même de très très loin, et de plus en plus loin aujourd'hui. Donc voilà, gardez cet exemple à l'esprit, gardons-le à l'esprit. Moi, je l'ai toujours en tête, cela doit nous rendre modestes sur toutes nos actions et nos modestes résultats, mais ça doit nous rendre forts sur l'amélioration de l'ambition qu'on peut avoir pour trouver une voie nouvelle pour le futur de notre système judiciaire. Et puisqu'on est sur le thème de l'innovation, c'est ça aussi peut-être l'innovation pour le futur. Je vous remercie. 20 minutes, hein. Je ne suis pas dépassé. Alors, merci, Monsieur le Président de Paris, pour cette présentation qui nous a montré le portrait des différentes innovations des conseils départementaux de l'accès au droit.
dans sa rencontre avec les nouveaux publics de façon effective, concrète et efficace. Et toujours dans la poursuite du thème « Rejoindre les citoyens », notre deuxième atelier, notre deuxième conférence porte sur les partenariats médico-juridiques quand le droit aide à guérir. Alors, ça sera présenté par Maître Aude Exertier, avocate coordonnatrice chez Justice Pro Bono, Québec. Aude Exertier a étudié le droit en France et au Québec. Elle est détentrice d'un Master 2 en droit international ainsi qu'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en France. Au Québec, elle est diplômée en droit civil et common law de l'Université McGill. Elle est également membre du barreau du Québec depuis 2008. Depuis le début de sa carrière professionnelle, Maître Exertier concentre sa pratique sur les enjeux de justice sociale, comme l'immigration, le droit au logement, l'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. Elle a rejoint Justice Pro Bono en 2014 et elle est devenue avocate coordonnatrice des partenariats médico-juridiques en 2017 lors de la création du premier partenariat avec l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, Maître Exertier, c'est à vous la parole pour nous présenter votre projet. Je veux juste, excusez-moi, m'assurer que je maîtrise bien. Ah. Je sais pas par où pointer. Est-ce que vous savez? Ah oui, ça marche. Ça marche? Ok, parfait. Je vais mettre aussi mon timer pour pas dépasser mon temps. Donc, bonjour à tous. Les partenariats médico-juridiques ou quand le droit aide à guérir. Je vais commencer par un chiffre. En fait, de manière générale, 60% de la santé d'une personne globale, c'est un chiffre qui est un petit peu aussi contre-intuitif, dans le sens où 60% de la santé globale d'une personne ne dépend pas de facteurs liés à la santé en tant que telle. Donc on ne parle pas d'accès aux soins, on ne parle pas d'accès aux médicaments. Donc 60% de la santé d'une personne dépend de l'environnement dans lequel une personne naît, grandit, va à l'école, travaille et évolue dans la vie. Or, quand une problématique touche une des composantes de cet environnement, c'est là que la problématique juridique peut intervenir. Je vais vous donner un exemple tout de suite pour illustrer ça. Une personne qui vit dans un logement où il y a de la moisissure. Une personne qui vit dans un logement où il y a de la moisissure est susceptible de développer des problèmes respiratoires. Si les problèmes respiratoires deviennent problématiques, la personne va se présenter certainement aux urgences de l'hôpital et le médecin, lorsqu'il fera son anamnèse, va demander à la personne qu'est-ce qui se passe, puisque vous n'aviez pas cette condition avant, qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez maintenant cette condition. Et certainement que la personne va répondre qu'elle vit dans un logement où il y a de la moisissure et que son propriétaire, évidemment ça prend ça, que le propriétaire ne veuille pas remettre le logement en l'état, ce qui arrive de manière assez fréquente. Donc le médecin pourra traiter évidemment le patient pour les symptômes des problèmes respiratoires, mais évidemment on ne pourra pas agir sur le fait que le logement reste insalubre et que la personne va retourner dans ce logement, donc éventuellement un risque de revenir pour les mêmes symptômes. D'où les partenariats médico-juridiques qui sont des modèles novateurs pour justement faire face à ce type de défi. Donc mon objectif aujourd'hui, il est double. Vous présenter ce qu'est un partenariat médico-juridique, comment ils sont nés et aussi en fait les rouages, comment ça fonctionne, etc. Et également de vous montrer, puisque c'est la thématique de cet atelier, en quoi ça permet de rejoindre les justiciables. Donc mon plan, vous le voyez à l'écran.
excusez-moi. Donc, brièvement, je vais vous présenter ce qu'est Justice Pro Bono, qui est donc l'organisme pour lequel je travaille. Ensuite, dans une première partie, on verra pourquoi un avocat au chevet des patients. Ensuite, les remèdes que peut administrer l'avocat d'un partenariat médico-juridique, puis les bienfaits que les traitements juridiques en milieu médical peuvent apporter. 2 exemples, si j'ai le temps, puis ensuite, en conclusion, les impacts des partenariats médico-juridiques pour les citoyens. Que nous, on n'appelle pas citoyens parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes migratoires, donc ce ne sont pas forcément des citoyens du pays. On les appelle plus nos justiciables. Mais, ouais. Donc, Justice Pro Bono, brièvement, Justice Pro Bono, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé à l'initiative du barreau en 2008 face aux enjeux criants d'accès à la justice, parce qu'on sait que ça existe aussi bien ici au Québec qu'en France. La mission de l'organisme, mobiliser la communauté juridique, a donné temps et expertise au bénéfice des individus et des organismes des autres OBNL québécois qui n'ont pas les ressources pour accéder à des services juridiques. Un des prémices de plusieurs des programmes de justice pro bono, je veux le dire tout de suite, c'est que les personnes ne doivent pas avoir accès à l'aide juridictionnelle en France. Mais ce n'est pas valable pour tous les programmes, mais c'est quand même un prémisse fondamental dans plusieurs de nos programmes. La force de justice pro bono, c'est qu'on a accès à une base de données d'environ 5000 avocats qui ont manifesté lors de leur inscription annuelle au barreau la volonté d'être... leur volonté d'être mis en lien ou qu'on leur fasse connaître lorsqu'on a des besoins d'avocats pro bono. Donc on a vraiment des avocats répartis à travers tout le Québec et dans tous les domaines de droit. Et en fait, c'est ça, on centralise ces avocats parce que le barreau nous envoie chaque année la liste des avocats intéressés. Les programmes que Justice Pro Bono gère, alors il y en a plusieurs. Il y a les cliniques dans le Grand Nord où il y a des avocats, des notaires qui vont à la rencontre des communautés et puis qui restent là une semaine, puis donnent des ateliers juridiques, rencontrent les gens de manière individuelle. Donc on a ces cliniques. Il y a depuis à peu près un an et demi, on a mis en place un programme de soutien aux travailleurs étrangers temporaires qui ici, en tout cas, on entend de manière très régulière dans les médias les problématiques en lien avec les travailleurs étrangers temporaires. Donc à l'interne de Justice Pro Bono, on a une équipe dédiée où il y a une ligne d'appel et les travailleurs étrangers temporaires qui ont toutes sortes de problématiques peuvent appeler. Il y a des avocates qui vont soit les aider, soit les référer vers d'autres ressources. Bon, après, on a aussi des soutiens, un programme en soutien pour les personnes en demande d'asile, un programme PORT 33 étant l'article du Code civil qui mentionne l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc là, c'est en droit de la famille. Bon, on a un dossier de jumelage de justiciables avec des avocats bénévoles, puis les partenaires médico-juridiques dont je vais vous parler maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, pourquoi un avocat au chevet des patients? Eh bien parce que donc 60% de la santé globale, c'est un chiffre global, mais 60% de la santé d'une personne ne dépend pas de facteurs liés à la santé, mais dépend plutôt de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle les déterminants sociaux de la santé. On parle du lieu de vie d'une personne, de son travail, de son accès à des revenus, l'environnement physique de la personne. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Je ne peux même pas tous les énumérer. Mais chacun d'entre eux a potentiellement un aspect juridique s'il y a quelque chose qui se passe avec ce déterminant social de la santé. Donc, je vous ai mis des exemples qui sont des exemples vécus. Donc, il y a une personne qui fait de la haute pression parce qu'elle a des difficultés à se faire indemniser suite à un accident de travail. On va voir son médecin. Le médecin est capable de dire que la personne fait de la haute pression, mais comment on peut soigner les symptômes, mais comment soigner la cause en arrière de tout ça. Bon, il y a également la discrimination dans l'accès aux services spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Ce ne sont que des exemples, hein, il y en a plein d'autres.
Donc, les problèmes juridiques peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la santé d'une personne. Donc, comme on l'a vu, un logement insalubre aura certainement un impact direct. Des problèmes d'immigration peuvent être indirects, directs, difficulté d'accès aux soins évidemment, parce que pas forcément accessible aux services de santé publique, ou indirect, le stress que tout ça peut générer. Et comme je le disais, le personnel médical n'est pas outillé pour répondre aux déterminants sociaux de la santé, les déterminants sociaux de la santé où il y a un aspect juridique qui impacte la santé de la personne. Donc, c'est dans cet esprit-là que les partenaires médico-juridiques ont été mis en place, parce que, en fait, ce qu'un partenaire médico-juridique permet, c'est vraiment de combiner les expertises à la fois médicales et juridiques pour répondre aux causes des symptômes qui affectent la santé d'un patient ou d'un individu. Donc, les partenaires médico-juridiques, alors c'est, en fait, l'exemple que je vous ai donné en introduction, c'est un vrai exemple. C'est dans au milieu des années 90, dans le fond. C'est un médecin de l'hôpital de Boston, un pédiatre, qui soignait un patient asthmatique de manière régulière, jusqu'à temps qu'il s'aperçoit que cet enfant vivait dans un logement insalubre et que même si les travailleuses sociales essayer d'aider la famille, il se passait pas grand-chose et l'enfant continuait de revenir. Donc à ce moment-là, ce médecin a décidé d'embaucher un avocat dans son service pour essayer de régler ce type de problématique. Depuis, aux États-Unis, bon, j'ai mis 500, mais j'ai regardé hier sur le site, je pense qu'ils sont plus aux alentours de 450 partenaires médico-juridiques à travers tous les États-Unis. Et ça a été développé pour plusieurs populations, donc soit en milieu pédiatrique, en milieu de soins adultes, pour les vétérans, pour les personnes sans abri, pour les problèmes de transition de genre. C'est vraiment déclinable en fait, c'est vraiment un modèle qui est déclinable dans plein de centres de soins. Au Canada, le premier partenariat médico-juridique a commencé en Ontario, à l'hôpital Sick Kids à Toronto. Maintenant, en Ontario, il y en a 5, plus un autre dans une autre province en Saskatchewan. Au Québec, et le premier, celui que nous avons mis en place avec l'hôpital de Montréal pour enfants en 2017. En février dernier, on en a commencé un autre dans un CLSC, c'est un centre communautaire de soins. Ça n'existe pas vraiment en France, mais c'est ici, dans le fond, c'est l'endroit, quand on a la chance d'y être inscrit pour avoir accès à un médecin de famille. Et donc, dans le fond, c'est un centre qui regroupe plusieurs professionnels autour de la santé, dont des travailleuses sociales, parce qu'on va le voir, l'avocat d'un partenariat médico-juridique travaille beaucoup avec les travailleurs et travailleuses sociales. Donc, on en a commencé un, en milieu communautaire en février, et il devrait y en avoir d'autres sous peu, mais on est encore en phase de développement. La raison d'être donc d'un partenariat médico-juridique, bien évidemment, donc c'est d'offrir des services juridiques à des personnes malades, à faible et moyen revenu, qui ont un problème juridique qui impacte la santé. Le but, bien évidemment, les aider à mieux guérir. Et comment, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment une approche intégrée qui combine des expertises médicales et juridiques pour éliminer, dans le fond, les irritants au niveau des déterminants sociaux de la santé. Bon, parce qu'une image vaut 1000 mots. Hein. Bon, elle est en anglais parce que j'en ai pas trouvé en français, mais je crois qu'elle résume très bien ce qu'est un partenaire médico-juridique. Donc le médecin est capable de soigner l'oreille, mais le parent en arrière a toutes sortes de problématiques qui, ultimement, pourraient aussi avoir des impacts sur la santé de l'enfant. Donc je l'aime beaucoup, cette image. Donc, les remèdes à la disposition d'un avocat, d'un partenaire médico-juridique, il y en a 3. L'assistance juridique directe aux patients. On fait aussi de la formation au personnel des centres de soins. Et puis, on participe aussi à des groupes de réflexion interdisciplinaires qui réfléchissent à des enjeux de nature systémique qui ont un impact sur la santé des patients. Je vais expliciter un petit peu plus en détail chacun de ces
ces points. De manière liminaire, les critères d'éligibilité à un partenaire médico-juridique, parce que on doit filtrer quand même, parce que voilà, on ne peut pas aider tout le monde. Mais donc, comme je le disais, il faut ne pas être admissible à l'aide juridique, sauf pour la première consultation. Dans le fond, la première consultation est quand une travailleuse sociale fait une référence. L'avocate reçoit les personnes, puis évalue un peu la situation financière, la situation juridique, évalue un peu la suite des choses possibles. Donc cette première consultation est gratuite pour tout le monde. C'est après que les ressources financières pourraient entrer en jeu, donc les revenus de la famille, la composition familiale, mais avec une certaine souplesse, parce qu'on sait que toutes sortes de situations. Donc, contrairement à l'aide juridique où il y a vraiment un barème très strict, on est beaucoup moins là-dedans, dans le fond. Le partenariat médico-juridique, c'est uniquement pour les patients du centre de soins. Donc, il faut vraiment que les patients soient pris en charge dans le centre de soins. Il n'y a aucun frais pour les justiciables, sauf tout ce qui est les déboursés. Donc, évidemment, les frais de timbre à la cour, les photocopies, ou en tout cas. Ça, en général, on dit aux gens qui vont devoir les payer. Et encore, à Justice Pro Bono, on a un fonds quand vraiment les situations sont trop difficiles. On a un fonds prévu, un fonds dédié pour les débourser. Donc, le référencement, comme je disais, se fait par le biais des travailleurs et travailleuses sociales qui, dans le fond, contactent l'avocate. Il y a un formulaire qu'ils envoient à l'avocate ou l'avocat, et puis c'est comme ça que la prise en charge débute. Donc, brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs étapes. Hein. Donc, la première étape, c'est le triage. Donc, c'est un premier contact avec la personne pour un peu se présenter, vérifier les critères d'admissibilité, etc., faire une évaluation très primaire du dossier. Dans un deuxième temps, si on estime que c'est un dossier qui peut être pris en charge par le partenariat, à ce moment-là, on rencontre la personne, si possible de manière physique. Des fois, c'est pas possible. Alors, bon, on le fait en visio ou on le fait par téléphone. Lors de cette consultation, on demande à la personne d'exprimer avec ses mots sa problématique, parce que dans le fond, nous, ça nous a été référé via un professionnel, mais on veut entendre la personne, évidemment, nous expliquer ce qu'elle vit. À partir de là, on fait une évaluation de la nature du problème. On explique aussi, parce que gros enjeu, tout ce qui est consentement, confidentialité de l'information, parce qu'on est, on est à l'intersection du droit et de la médecine, donc il y a beaucoup d'enjeux de confidentialité. Donc on prend le temps d'expliquer aux patients comment tout ça se gère. On voit la suite des choses avec les personnes. Après, prochaine étape, on rend les services juridiques. Donc, au niveau des services juridiques en tant que tels, soit que c'est des services assez brefs, et à ce moment-là, l'avocat ou l'avocate, on appelle l'avocat de triage, peut rendre ses services juridiques lui-même. Mais lorsqu'il y a des besoins plus substantiels, notamment de la représentation devant les tribunaux, c'est là qu'on fait appel à notre base de données d'avocats pro bono qui représenteront les justiciables, parce que on explique toujours aux justiciables qu'on ne les représente pas. On est avocat ou avocate, mais on n'est pas leur avocate. On est l'avocate du partenaire médico-juridique, donc on est là pour les orienter un peu dans le système. Donc, trouver le bon dosage d'assistance juridique, j'aime faire la comparaison entre une chirurgie qui est au niveau médical, qui est, disons, l'acte ultime, la représentation au niveau juridique qui serait l'acte ultime, mais avant ça, il y a plein d'autres étapes, et puis on parle beaucoup des modes de règlement à l'amiable, etc., mais on évite. Quand on peut, on essaye d'éviter de se rendre devant les tribunaux. Donc il y a toute une gradation des services qu'on peut rendre. Ça va de la simple information à, comme je disais, quand il y a besoin de représentation, de référer vers des avocats pro bono avec lesquels on est en lien. Je pense que j'ai... Non. Bon.
Je ne sais pas, peut-être qu'elle va venir après, mais peut-être vous expliquer rapidement quels sont les domaines de droit couverts. En fait, tous les domaines de droit peuvent être couverts, tous les domaines de droit couverts qui ont un impact sur la santé d'un patient. Donc beaucoup de droits de l'immigration, du droit de la famille, tout ce qui est accès à une couverture médicale, logement, droit du travail, tout ce qui est aide sociale en France, ça correspond au RSA, bref, toutes sortes de problématiques. Mais par contre, par une entente de service avec l'établissement, on ne touche pas à tout ce qui est responsabilité médicale et obligation des professionnels du centre de soins. Ils ont un service juridique à l'interne, ça ne relève pas de nous, donc ça, on ne touche absolument pas à ça. Oh, bon. Je pense que ça correspond, c'est pas grave. Ouais. Bon, les autres remèdes à la disposition de l'avocat, donc comme je disais, il y a aussi de la formation qui est donnée au personnel du centre de soins, soit par l'avocat de triage, soit encore une fois par des avocats externes. Le but étant de les outiller, eux, pour qu'ils soient plus à même de repérer les problématiques juridiques dans leur patientèle. Les sujets abordés, c'est des sujets selon les besoins qui nous sont remontés. Donc voilà, et l'autre remède à la disposition d'un avocat, c'est la participation, comme je disais, à des groupes de réflexion interdisciplinaires. En ce moment, il y a une grosse réflexion sur l'accès au système de santé publique au Québec pour les femmes enceintes à statut précaire. Donc voilà, c'est un des exemples sur lesquels on réfléchit collectivement avec d'autres organismes. Donc les bienfaits des traitements juridiques. Alors, le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que dans le fond, la rencontre avec l'avocat ou l'avocate se fait sur place à l'hôpital. Donc c'est l'avocat qui va un peu comme les projets que monsieur expliquait. C'est-à-dire qu'on va à la rencontre des justiciables. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer, on leur dit pas va donc voir telle personne, etc. Donc c'est vraiment et ça nous est souvent dit, c'est-à-dire que le lien de confiance est déjà là, et ça c'est très aidant pour des personnes qui sont en plus en situation de vulnérabilité parce qu'elles sont malades. On offre l'assistance juridique directement, et puis pour le personnel soignant, les bienfaits, c'est une prise en charge globale du patient pour éviter comme je disais tout à l'heure, que la personne revienne parce que certains enjeux ne seraient pas traités, et puis aussi un gain de temps parce que souvent avant les travailleurs sociaux ou les travailleurs sociaux faisaient ce genre de choses. Peut-être très brièvement les exemples de cas. Bon, voilà, je vous laisse voir. Donc, des grands-parents qui avaient besoin d'avoir la garde, la délégation d'autorité parentale pour pouvoir faire les traitements, dans le fond, pouvoir s'occuper des traitements parce que les parents étaient absents, mais pas absents en voyage, absents de la vie de l'enfant. Donc, voilà. Bon. L'autre exemple d'un papa qui avait refusé de faire du temps supplémentaire. Il y a une erreur sur ma diapo, ce n'est pas la commission des relations de travail, mais c'est le tribunal administratif du travail. En conclusion, un résumé, puis peut-être tu peux passer à la conclusion. Ah, il n'y a pas? Il n'y a pas d'autre? C'est ça. Donc, les partenaires médico-juridiques, dans le fond, comment ils rejoignent les citoyens de deux façons. Dans le fond, en étant sur place et en rencontrant les patients sur place et en donnant un meilleur accès à la justice à des personnes en situation de vulnérabilité qui autrement n'auraient pas accès à la justice. Donc, puis on parle de vulnérabilité, c'est pas forcément de la vulnérabilité financière, bien que, mais pas toujours, parce que l'accès à l'aide juridique, c'est pas que financier, des fois les services sont pas couverts, et puis des gens qui sont malades. Et puis, ah oui, un dernier point, comme Maya l'a dit, j'ai une formation en France, bon, ça fait un petit bout de temps que je suis plus là-bas, mais j'ai cherché brièvement et je sais pas si ce genre de partenariat existe ou si ça existe sous d'autres façons. En tout cas, je suis intéressée à savoir un petit peu ce qui se fait en France, donc je vous ai mis mon adresse courriel si jamais vous voulez en discuter un peu plus. Voilà.
Merci, Maître Exertier, pour cette belle présentation. On apprend davantage que le droit sert aussi à guérir. Donc, il peut jouer son rôle dans la justice sociale, mais aussi dans le cadre de partenariats médico-juridiques. On a découvert une partie des services importants de justice pro bono. Bravo pour ces beaux travaux. Toujours dans la même ligne, on continue vers maintenant la troisième présentation qui porte sur le développement d'un service d'intervention psychosociale, cette fois-ci, au Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Elle sera présentée par Madame Marie-Ève Turcotte, qui est intervenante psychosociale au Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Marie-Ève Turcotte est intervenante psychosociale au Centre de justice. Elle a d'abord complété un baccalauréat en psychologie avant de se diriger vers la maîtrise en travail social à l'Université du Québec à Montréal. Son mémoire portait sur l'intégration d'un service d'intervention sociale au sein du Centre de justice de proximité où elle travaille maintenant. Marie-Ève a gradué en 2022. Et on a bien hâte de vous écouter. Est-ce qu'on m'entend bien? Une bonne distance? Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici parmi vous dans le cadre de ce deuxième rendez-vous international pour l'innovation en justice. On m'a bien présenté, Marie-Ève Turcotte, intervenante psychosociale au Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Vous allez peut-être m'entendre dire CJP, CJPGM pendant la présentation. C'est l'abréviation du nom du centre. Le nom est assez long, donc j'ai l'habitude d'utiliser CJP, CJPGM. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu du Centre de justice de proximité du Grand Montréal, qui est en fait un organisme qui offre des services d'orientation, d'information et de soutien juridique gratuitement à la population montréalaise. Ces services-là sont donnés par des juristes qualifiés qui possèdent des connaissances juridiques variées dans le domaine du droit civil. Dans le fond, les services du CJPGM se veulent complémentaires aux ressources déjà existantes et favorisent la participation citoyenne au système de justice. En gros, les personnes appellent ou viennent au centre de justice de proximité pour discuter avec un avocat et obtenir un maximum d'informations sur leurs droits, leurs obligations en lien avec une situation juridique qu'ils vivent. L'équipe est composée, là, j'ai pas la petite manette, pardon, je suis plus. So that's it. Red apple, Isaac. Here, I bought new ones. You're not. Là, on m'a parlé de boutons rouges et verts, donc j'étais toute perdue. OK, merci. Donc, je disais, l'équipe du Centre de justice est composée de notre directrice générale, Maître Jennifer Fafard-Marconi, de 9 juristes, comme je le disais, civilistes, ainsi que de 2 agentes à l'accueil. On a aussi de nombreux étudiants et étudiantes là, qui viennent faire leur parcours dans le cadre de leur stage, d'un emploi étudiant au fil des années. Gardez en tête aussi qu'il y a 13 centres de justice de proximité partout dans la province. Moi, je parle du centre de justice de proximité du Grand Montréal aujourd'hui, mais on est répartis un petit peu partout dans la province, puis on offre relativement le même type de service juridique, relativement. Là, je parlais des membres de l'équipe. Évidemment, vous voyez sur le PowerPoint que j'en fais également partie, et c'est un peu de ça dont je viens vous parler aujourd'hui avec la présentation. En fait, voilà. L'implantation d'une pratique d'intervention psychosociale au centre de justice de proximité, ça a débuté avec un projet pilote que j'ai fait dans le cadre de mon stage de propédeutique en travail social. On m'a présenté en disant que j'avais complété un baccalauréat en psychologie et pour faire le pont jusqu'à la maîtrise en travail social, on a ce qu'on appelle une propédeutique. Je déteste ce mot, je déteste encore plus le dire. Mais donc, dans le cadre de ce stage-là, mon actuel DG et moi, on a mis sur pied un projet pilote d'intervention psychosociale pour les citoyens. Ça nous a permis de mettre en lumière, en fait, les besoins extra-juridiques présents chez les personnes qui fréquentent le centre, puis d'établir des constats initiaux. Parce qu'il faut le dire, là, à ce moment-là, c'était un projet quand même assez embryonnaire. On faisait vraiment à défricher le terrain, puis à établir des constats initiaux. Ça faisait déjà plusieurs années là, que ma DG réfléchissait à ce type de projet-là, mais mon projet de mon projet de pilote de stage a permis un peu de concrétiser cette idée-là, puis de rendre ça un petit peu plus tangible.
Donc, en gros, les personnes qui bénéficiaient des services de soutien psychosocial étaient invitées à me rencontrer suite à leur rencontre avec un avocat pour discuter des besoins qui sont sous-jacents aux besoins juridiques, des besoins psychosociaux. Je ne vous cacherai pas que les difficultés étaient très nombreuses et variées. Oui, c'est ça. Excusez, je ne suis pas trop vite. C'est ça, étaient très nombreuses et variées et que, en fait, les personnes qui se retrouvent devant les tribunaux civils sont aussi confrontées à une multitude de problématiques juridiques et psychosociales. Ça nous a donc permis de bien prendre conscience de ces besoins-là. Ça a surtout démontré la pertinence du service dans le milieu. Malheureusement, à ce moment-là, la pandémie est venue freiner un petit peu nos élans. Le projet pilote devait durer à la base 14 semaines, mais il en a duré seulement que 8. J'ai donc continué de manière bénévole. Là, je vois que mon PowerPoint est mal enregistré. Désolée pour le petit problème visuel. Mais j'ai continué le service pendant 1 an de manière bénévole, à distance, où je recevais une liste de rappels à chaque semaine et je rappelais les gens pour discuter avec eux de leur situation juridique et de tout ce qui en découle au niveau non juridique. Voilà. C'est après ça, en fait, que j'ai relancé ma DG avec l'idée de faire mon projet de maîtrise sur l'implantation d'une pratique d'intervention psychosociale au centre de justice de proximité. Évidemment, mon actuel DG a embarqué à 100 à l'heure dans cette idée de projet. Puis, on a monté ça pendant 1 an. En gros, mon mémoire explore la judiciarisation des problématiques sociales, le rapport entre le droit et le travail social, ainsi que les aspects psychologiques et sociaux de l'accès à la justice. On parlait de déterminants de santé tantôt, déterminants sociaux d'accès à la santé. Il y a les déterminants psychosociaux d'accès à la justice également que je visite à travers mon mémoire. La recherche visait à développer et à implanter une pratique d'intervention psychosociale au CJPGM avec une approche qui se veut adapter à la réalité et à la mission du centre. Juste pour vous donner une petite idée, durant la recherche, les problématiques juridiques et psychosociales rencontrées étaient encore une fois très variées, autant que durant le projet pilote initial. On peut voir à l'écran que les motifs de consultation des participants étaient en majorité reliés à des enjeux de séparation et de divorce. Si on combine en fait avec les enjeux familiaux, ça représente 55% des motifs de consultation des participants à ma recherche. J'attire votre attention sur les problématiques psychosociales aussi qui sont très variées en fonction des problématiques juridiques rencontrées. Prenez note là, que les gens vivaient plus d'une problématique à la fois, ce qui explique les pourcentages que vous voyez présentement à l'écran. Donc, on constate qu'il y a eu de la discrimination, de l'insécurité alimentaire, de la violence conjugale, des problèmes de santé, insécurité financière, stress et anxiété. Peut-être la donnée la plus frappante à l'écran, c'est que la moitié des rencontres qui étaient en lien avec la séparation et le divorce comportaient des enjeux de violence conjugale. Je tiens à préciser que le Centre de justice de proximité n'est pas un organisme qui vise qui est spécialisé en violence conjugale, donc la proportion est quand même très élevée et mon service n'était pas publié non plus, n'était pas public, il n'y avait pas d'annonce, donc c'est quand même assez surprenant qu'on ait une aussi grande proportion. Au niveau de l'intervention, plus directement, ce qui ressort de la recherche, en fait, c'est qu'on a décidé de mettre des fonctions rencontres pour démontrer à quoi servent les rencontres d'intervention psychosociale pour les citoyens et citoyennes. Il faut qu'on arrête de dire citoyens et citoyennes. Pour les personnes. Donc, vous voyez à l'écran les fonctions. La première, c'était une de normalisation et de validation du vécu subjectif. Donc, ça permet en fait de ventiler, mais aussi de décharger l'émotion, comme vous pouvez le voir avec la deuxième fonction, qui est une diminution de la charge émotive. En fait, on permettait aux gens d'avoir un safe space, un espace sécurisant pour pouvoir décharger ce surplus d'émotions-là, qui prend parfois beaucoup de place dans les rencontres juridiques, puis qui ne permet pas nécessairement d'assimiler bien l'information juridique. Au niveau de la troisième fonction, eh bien, c'était l'obtention de références. En fait, les gens étaient orientés en fonction de leurs besoins vers des ressources pertinentes à leur situation, que ce soit en insécurité alimentaire, en droit du travail, en violence conjugale également. Donc, voilà.
Voilà, donc, c'est ça. En gros, c'est ce que le service de soutien psychosocial, c'est dans ce pan-là qui joue un rôle, dans les besoins qui sont sous-jacents aux demandes juridiques des personnes. Je vais vous donner un exemple facile. Je parlais de divorce qui revient quand même assez souvent. Ben, la problématique du divorce s'accompagne rarement, vient rarement seule, en fait. Quand on parle de divorce, on parle de séparation, d'éclatement de la famille, de division du patrimoine familial, division du temps parental, déménagement, possible endettement. Donc, c'est ce que le service de soutien psychosocial vient en fait couvrir, c'est tous ces besoins-là qui sont sous-jacents puis qui parfois prennent autant de place que la situation juridique, qui l'influencent et que la sphère juridique influence à son tour. Donc, c'est ça. Comme je le disais, je ne vais pas m'éterniser non plus sur mon mémoire, là, mais ce dernier a mené en octobre 2022 à la création de mon poste au Centre de justice de proximité du Grand Montréal. Donc, depuis ce temps, les personnes peuvent bénéficier d'un soutien psychosocial conjointement aux services juridiques qu'ils bénéficient auprès des avocats du centre. Le service est surtout ponctuel. Le but, c'est pas de faire des rencontres de soutien à long terme, mais c'est vraiment pour venir, dans le moment présent, offrir un soutien aux personnes. Avec la forte demande, je fonctionne sur rendez-vous, mais le service se veut offert avec et sans rendez-vous, aussi même avant les rencontres juridiques. Si une personne est en situation de crise, à l'accueil, est chargée émotivement, j'interviens également. Les juristes du centre peuvent eux aussi bénéficier des services de soutien psychosocial de par des activités de coaching et des ateliers de co-développement que j'ai mis sur pied pour eux. Ils ont également la possibilité de venir ventiler avec moi suite à une rencontre plus difficile ou encore en amont d'une rencontre pour mieux s'y préparer, cadrer la rencontre quand on sait qu'on a une situation plus délicate ou encore une personne qui vient souvent, c'est un petit peu plus difficile de cadrer. Donc, on a aussi ce genre de service-là à travers le soutien psychosocial au CJPGM. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place depuis 2022. Autre aspect novateur, c'est un projet pilote d'accompagnement à la cour que j'ai monté l'été dernier, en août 2023. Je ne suis pas juriste, hein, donc c'est un soutien émotionnel, c'est un accompagnement moral pour les personnes. Dans le fond, elles ont une date de cours, qu'elles soient représentées ou non, elles ont un stress face à la situation, au fait de passer à la cour. Donc, je peux les accompagner. Présentement, comme je disais, c'est pilote. Il n'y a pas vraiment de critères d'admissibilité. On est en exploration pour voir comment le service peut vraiment s'assimiler à l'ensemble du service du Centre de justice de proximité. Rapidement, je peux dire que je fais beaucoup d'accompagnement en chambre familiale, en cours supérieur. J'ai même assisté à une CRA, une conférence de règlement à l'amiable, mais mes collègues étaient presque jaloux. J'ai aussi accompagné des gens au tribunal administratif du logement, au tribunal administratif du Québec, à la division des petites créances, en chambre criminelle également. J'ai dit tantôt qu'on ne faisait pas de criminels, mais les besoins des personnes, des fois, surpassent un petit peu notre carré de sable, là. Donc, en gros, c'est ce qu'on a développé au CJP dans les dernières années. Puis, de fil en aiguille, en fait, le service de soutien psychosocial s'est développé dans 2 autres centres de justice de proximité, soit celui de l'Outaouais et du Bas-Saint-Laurent. Puis là, ben, les 2 intervenants de ces centres et moi, on travaille présentement à la rédaction d'un rapport de projet à la demande de la Direction du développement de l'accès à la justice pour faire état de notre travail puis de ce qui en découle, les impacts sur les personnes, les impacts sur les juristes et indirectement, peut-être sur le système, l'appareil juridique, si je peux dire. Puis, j'ai perdu mon flow. C'est ça. Donc, c'est ça. Dans un deuxième temps, on va aussi faire un plan de déploiement à travers le réseau des CJP pour qu'on espère qu'il y ait une intervenante psychosociale dans plusieurs centres de justice. Beaucoup de travail pour nous 3 dans les prochaines semaines. Là, tout est à déposer avant décembre. Fait qu'on a du pain sur la planche, mais ça me permet un petit peu aujourd'hui de venir vous présenter ce qui ressort de mon mémoire, mais aussi ce qui ressort de ce rapport de projet-là. Donc, rapidement, là, le service d'intervention psychosociale, comme je le disais un petit peu tantôt à travers les fonctions, il permet aux personnes d'être accueillies dans son intégralité, d'obtenir la possibilité de discuter, d'explorer différents pans de sa situation, différentes pistes de solutions. On a aussi parfois un rôle de vulgarisation, aussi de diminuer les peurs, les attentes. Donc, on offre une écoute aux personnes. Les personnes se sentent ainsi plus outillées, un petit peu moins seules, puis elles ont surtout le sentiment d'être écoutées. Parce que c'est ce qui ressort le plus, le besoin de validation et d'écoute est très, très présent
De manière personnelle, j'ai eu beaucoup cette rétroaction-là. Puis j'ai aussi eu comme rétroaction que le service y tend à augmenter une forme de sentiment de confiance envers l'appareil juridique, du fait que les personnes ont le sentiment d'être prises en charge de manière globale. Au niveau des juristes, le service d'intervention semble avoir un impact sur le sentiment d'impuissance que les juristes peuvent vivre face à une situation plus difficile ou face à la clientèle. On parle également d'impact sur le niveau de stress, sur l'efficacité des rencontres. Donc, la multidisciplinarité vient en quelque sorte favoriser une efficacité professionnelle. Puis, à plus large spectre, le système juridique en bénéficie également. Donc, le service d'intervention psychosociale apporte une approche humaine de la justice, une approche qui se veut nécessaire. À long terme, puis dans l'esprit collaboratif que sous-tend la multidisciplinarité, les impacts sur les personnes, les impacts directs et indirects sur les personnes sont, j'ai perdu mon mot, mais on peut pas le nier. Elles sont là. Il y a des impacts directs et indirects. Puis je dirais en terminant que outre ces aspects, ces impacts directs et indirects chez les personnes, chez les juristes, et l'appareil juridique, je tiens à réitérer la plus-value du service aussi par le fait qu'on tend à ne pas dédoubler les services qui sont déjà existants. C'est important pour nous que le service soit perçu comme un pont temporaire qui vient soutenir les gens, puis peut-être soutenir ce qui déborde un petit peu, mais toujours en complémentarité avec les autres organismes qui sont présents sur notre territoire. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais. Merci beaucoup, Marie-Ève Turcot, pour cette belle présentation. On apprend aussi davantage sur les services psychosociaux du Centre de justice de proximité de Grand Montréal. Donc, comme on a pu constater, on a eu des présentations différentes, mais qui vont toutes les trois vers l'unique objectif, c'est rejoindre les citoyens. Donc, rejoindre les citoyens avec une approche humaine, et aussi pour assurer leur accès au droit et à la justice. Et quand on dit citoyen, on peut dire aussi personne, on peut dire le justiciable, bref, toute personne qui mérite d'avoir un vrai accès au droit et à la justice, peu importe sa situation sociale. Donc, je vais ouvrir maintenant, on a une période en fait de 10 à 15 minutes pour pouvoir échanger, poser des questions à nos conférenciers, puis voir aussi des approches comparatives entre ce qui se passe au Québec et en France. Donc, c'est à vous maintenant la parole. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. C'est bon, oui. Merci à tous les trois pour vos très intéressantes présentations. J'avais une question qui s'adresse à vous trois, en fait, mais de manière un peu différente. Je voulais savoir, parmi les personnes qui sont reçues, soutenues, accompagnées, etc., quelle est la part d'enfants ou de mineurs? Et est-ce que vous avez une réflexion particulière par rapport à leur accueil, leur accompagnement, et notamment comment c'est mis en place, conçu, lorsque leurs représentants légaux ou leurs familles ne sont pas forcément leur premier soutien, et qu'en même temps, évidemment, ils sont mineurs. Merci.
peut-être commencer parce que, en fait, de mon côté, je n'interviens pas auprès de mineurs. Les services sont offerts à toute personne. Ben, théoriquement, on ne refuse pas les services d'un mineur de 14 ans et plus, parce qu'à partir de 14 ans, il peut prendre des décisions pour lui-même. Mais c'est pas arrivé encore à ce jour où ce que je rencontre un mineur. Donc, pour ma part, c'est pas encore réfléchi de manière globale, mais c'est sûr que si j'ai un mineur de 14 ans et plus qui se présente, les services vont être offerts au même titre que pour un adulte, mais avec peut-être une permission, un accompagnateur, etc. Puis c'est surtout de diriger l'enfant vers des ressources qui sont plus appropriées à l'enfance, de mon côté. Alors, pour les partenaires médicaux juridiques, comme je disais, on en a eu un à l'hôpital, on en a un à l'hôpital Le Montréal pour enfants. Alors à l'hôpital Montréal pour enfants, je dirais que c'est évidemment principalement les parents ou les tuteurs légaux qui viennent consulter. Je suis même pas sûre d'avoir déjà eu un enfant ou un mineur en tant que tel, mais un peu comme ma collègue vient de le dire, si ça devait se présenter 14 ans et plus, oui. 14 ans en dessous de 14 ans, il faut le représentant légal ou il faut quelqu'un. Oui. Puis, en fait, ce qui se passe aussi à l'hôpital Le Montréal pour enfants, dans le sens si ça devait se produire, c'est qu'il y a toujours une travailleuse sociale qui a déjà eu un contact avec le mineur auparavant. Donc, le mineur viendrait me rencontrer, mais je veux dire, il y aurait déjà eu une préparation qui aurait été faite via la travailleuse sociale pour expliquer, dans le fond, qu'il y a une avocate, que l'avocate pourrait aider, qu'on va la rencontrer, etc. Donc, ce serait. Puis c'est vraiment, encore une fois, le fait que ce soit sur place, que l'enfant connaisse déjà les lieux, parce que c'est à l'hôpital où il reçoit des soins, où il est hospitalisé. Donc, il y a déjà cette espèce d'espace de confiance. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se joue. Dans au CLSC, dans notre centre de soins pour adultes, j'ai pas eu affaire à des mineurs, c'est vraiment que des majeurs à ce niveau-là. Les mineurs, c'est un peu le public non captif par excellence. Il faut aller les chercher. Ils sont pas présents beaucoup dans le système institutionnel général des conseils départementaux et de leur déclinaison que sont les points justice. Ils sont pas absents non plus mais ils sont plutôt ceux qui sont orientés alors même que ils ont été déjà soit victimes d'une infraction pénale, soit qu'il y a déjà une procédure d'affaires familiales quelconque en cours avec une audition, bref, qu'il y a une échéance et que quelqu'un les a orientés vers une... Donc ils n'en sont pas complètement absents, mais ils sont extrêmement minoritaires. Ça dépend quand même, je mets une réserve à ça dépend du maillage territorial. Je donne un contre-exemple. Quand je présidais le tribunal d'Évry avant celui de Nanterre, ma prédécesseur avait mis un embryon et j'ai poursuivi, élargi cette action. On avait créé un pas de jeunes, pas de point d'accès au droit, devenu aujourd'hui, on dit plus point d'accès au droit, on dit point justice, qui lui était aussi dans un lieu très étonnant, puisqu'il était dans une gare SNCF, et il avait une partie qui était itinérante. Une action qui était très financée par le conseil départemental au sein du CDAD. Donc voilà, oui, il faut créer des structures. Si on veut prendre en amont, là aussi, un peu comme dans les permanences dans les lycées, il faut créer des situations, des permanences spéciales, ad hoc, et sur des situations où on va chercher. Sinon, ce sera réservé à... Oui, ce que par exemple nos associations d'aide aux victimes, du réseau France Victimes en France, dans tous les points de justice sont présentes, et donc elles acceptent les mineurs s'il y en a. Mais ils sont extrêmement minoritaires et encore une fois, c'est quand une situation est déjà née. Merci. J'avais une question plutôt pour vous, Madame Turcot. Vous avez utilisé une expression qui m'a interpellée. Vous avez parlé d'accompagnement moral. Ça semble très fort, en fait, comme intention, en fait, l'accompagnement moral. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce que ça peut signifier, et notamment, évidemment, vous ne serez pas étonné, pour compléter la question de Madame Sagan, est-ce que vous recevez beaucoup de femmes
Vous avez cité la question des violences intrafamiliales, mais est-ce que de ce côté-là, la question de l'accompagnement moral avec ces femmes victimes de violences, est-ce que vous en avez une acception particulière? Est-ce que c'est un accompagnement plutôt psychosocial par rapport à l'intégralité du vécu d'une femme qui vit les violences, ou est-ce que c'est plus précisément sa confrontation au système judiciaire? En fait, l'appellation d'accompagnement moral émotionnel, c'était surtout pour que la personne fasse la distinction entre l'accompagnement plus juridique et, disons, psychologique, psychosocial. Donc, moi, je le décris surtout comme ça au niveau moral, c'est pour du soutien au niveau de ton moral. Aussi simple que ça, les gens ont une plus grande facilité à le comprendre, puis comprennent aussi que j'ai pas de pouvoir juridique, là, si je peux dire, je suis pas juriste, puis ça me dégage, ça me dédouane de beaucoup de choses. D'autre part, au niveau des victimes de violences conjugales, comme je le dis, c'est surtout cette clientèle-là, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot clientèle, mais que j'accompagne en chambre familiale. Puis le soutien moral, en fait, est concerté avec d'autres organismes. Je suis pas spécialisée en violence conjugale, j'ai une grande connaissance évidemment, mais je veux toujours avoir un appui à côté. On a fait des partenariats avec notamment le Centre d'aide à la famille qui fait de l'intervention en violence conjugale en portugais, en espagnol, en français, en anglais, donc qui vient chercher une plus grande clientèle. Donc cette idée de concertation d'une part, puis aussi au niveau du soutien moral, c'est vraiment comme je disais, d'accompagner la personne dans sa globalité, dans son intégralité. Parfois, les personnes, les femmes victimes que j'accompagne ont déjà un soutien psychologique pour leur trauma, ont déjà un soutien juridique parce qu'ils sont représentés par avocats, mais ils n'ont pas une personne après pour venir ventiler de comment ça s'est passé à la cour, comment elle s'est sentie. J'accompagne notamment une personne que la partie adverse se représente seule et c'est un conjoint violent. Juste ça, c'est violent. Donc, je répondrais comme ça. C'est un soutien moral, mais qui se veut vraiment dans l'intégralité des besoins de la personne. Voilà. Merci. Donc vous nous avez montré comment, du côté des juristes, on essaie en fait de mettre en place des approches globales avec une approche psychosociale ou l'articulation entre la médecine et le droit et l'aide juridique. Et moi j'aimerais comprendre comment se fait l'articulation entre le travail social, par exemple à l'hôpital, et pro bono et l'apport juridique. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux dans mon esprit, mais c'est peut-être une erreur de ma part, ont justement pour objectif une approche globale. Et est-ce qu'ils ont un peu ou beaucoup une formation juridique qui leur permet de commencer le travail, et éventuellement ensuite de transmettre à des juristes qui seront plus spécialisés? Je pose cette question parce que ce que j'avais pu constater en France pour des travailleurs sociaux dans un tout autre domaine, c'est que la formation au travail social ne donne pas de formation juridique, et donc il y a une espèce de gap entre le travail social et l'aide juridique. Mais oui, absolument. En fait, je vous dirais que les travailleurs et travailleuses sociales, avant qu'il y ait un avocat qui arrive sur le terrain, de facto développent une espèce d'expertise, petite expertise dans des domaines auxquels ils ou elles sont confrontés de manière régulière. Mais encore une fois, c'est pas des juristes, donc ils peuvent pas développent des connaissances, mais voilà, comme ils ou elles peuvent en fait. Et c'est là en fait, et c'est tout l'intérêt, et c'est ce qu'elles nous disent ou ils nous disent, c'est tout l'intérêt pour eux d'avoir un avocat qui vient et qui est disponible, parce que dans le fond, l'avocat ou l'avocate est sur place une journée par semaine, mais le reste du temps est accessible. Téléphone, courriel ou peu importe. Donc, le ou la travailleuse sociale qui a une problématique juridique ou qui est confronté, dans le fond, qui a un enjeu juridique dans la problématique de la personne, de manière générale, va appeler l'avocat et va demander, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voici la situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qu'elles nous disent, c'est que ça leur fait gagner énormément de temps. Parce qu'avant, il fallait soit que faire la recherche par eux-mêmes, ou aller chercher des ressources par eux-mêmes aussi, alors que là, elles ont juste à décrocher le téléphone et à contacter l'avocate. Mais non, est-ce qu'elles ont une formation juridique? Non, non, mais de facto, un peu.
peut-être que j'interviendrai ici, parce que je trouve que ce qui est intéressant, la question qui se pose, c'est la question de la conscience du droit. Soit des citoyens qui ne sont pas conscients que leur situation comporte des dimensions juridiques, ou les professionnels qui eux-mêmes ne réalisent pas qu'il y a un contexte qui favoriserait des fois la recherche de solutions juridiques. Alors, on est ici en face de deux cas, puis je crois que c'est la même chose pour le président de Paris. C'est qu'il y a des origines juridiques à des problèmes sociaux et il y a des origines sociales à des problèmes juridiques. Et que tout ça montre l'entremêlement dans lequel on se retrouve, mais qui est dans l'ordre des choses, dans un état de droit. Je ne sais pas si on peut poser un geste qu'il n'y a pas de connotation juridique ou de signification juridique. Et tout ça, donc, se mélange, comme on dit, de manière inextricable et on ne peut pas... Et longtemps, je pense que l'erreur qu'on a fait sur le plan même de la recherche en sociologie du droit, c'est de distinguer le monde juridique comme un monde complètement spécifique. Et d'ailleurs, il travaille très fort, ce monde juridique, pour exister en tant que monde spécifique, pour s'enfermer, se protéger de l'origine sociale ou des conséquences sociales de son activité. Et donc, nous, comme juristes, on a une responsabilité monstre dans l'absence de conscience du droit. Et en conséquence de ça, le droit ne peut pas servir non plus, pour la plupart des gens, comme une solution à leur situation. Parce que si on aborde le droit, on comprend conscience que le droit est là, il cesse d'être uniquement un cadre pour nos relations, il devient un outil, donc potentiellement une solution à nos situations-là, que le droit soit la cause de ou la conséquence de. Et je pense que ça, c'est la question qui est sous-jacente à toutes ces interventions-là, c'est la place que la proximité avec d'autres personnes qui ont cette conscience du droit peut avoir. Lorsqu'on a demandé très récemment dans une enquête qu'on a menée, c'était sur l'intelligence artificielle et le service juridique, on demandait au départ, êtes-vous amené à prendre régulièrement des informations juridiques sur Internet? Seulement 35% des gens disent oui, oui, ça m'est déjà arrivé, alors qu'il est clair que c'est 100%. C'est-à-dire qu'une bonne partie des informations qu'on va chercher sont sous-tendues par une normativité quelconque, il y a un cadre quelque part, et des conséquences. Et donc, ça prouvait que même les gens qui vont chercher en fait une information de type juridique ne se rendent pas compte qu'ils vont chercher une information de type juridique. Cette, je dirais, inconscience-là du droit, le fait qu'on ne réalise pas que le droit est là avant, après, qu'il est un outil social, je pense que c'est une des difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a des rapports de proximité avec d'autres personnes. Que Internet, même sur le plan de l'information juridique, même s'il y a des très grands, je dirais, succès, en tout cas au Québec, sur ces questions à cause du travail immense d'Éducalois, mais que ce n'est pas suffisant parce que même ceux qui recourent ou qui cherchent des informations juridiques ne savent pas que c'est ça qu'ils cherchent. Et donc, la proximité avec quelqu'un qui est conscient de ça, ça m'apparaît être la solution. Ça pose la question de la proximité, qu'est-ce que c'est et quelle forme ça doit prendre. Mais je ne vois pas que ça puisse se développer sans qu'il y ait un humain quelque part qui serve d'intermédiaire là-dedans. Soit quelqu'un qui n'est pas juriste et qui est conscient qu'il y a des enjeux juridiques, soit un juriste qui comprend que ce dont il s'occupe n'est qu'une partie de la dimension plus globale d'une situation là, qui est souvent d'origine sociale. Et donc, il y a quelque chose là à construire, à reconstruire dans une perspective multiprofessionnelle. Et tant qu'on ne fera pas ça, je crois que le système judiciaire va continuer et juridique à fonctionner sur sa propre logique, dans l'inconscience de la réalité sociale, parce qu'on ne voit pas que le droit vient solutionner là-dedans, alors que le droit est une solution dans beaucoup de cas à ça, et inversement, on va se voir des problèmes sociaux pour lesquels on ne comprend pas que le droit peut constituer une solution. Alors, c'est juste un commentaire, mais ça me paraît lié, en fait, les trois présentations, là, cette préoccupation-là, pour faire du droit une question plus quotidienne. Merci Pierre. Donc, merci à nos conférenciers, merci beaucoup. Ça met fin à notre atelier et ça ouvre aussi maintenant notre droit, une petite pause.